BFM Business avec La Tribune et Air et Cosmos présentent Air et Défense. Jean-Baptiste Huette. Bienvenue dans Air et Défense sur BFM Business. On analyse chaque semaine l'actualité autour des secteurs aéronautiques, dans la défense, dans le spatial. Le spatial, justement, ça tombe bien. On en parle avec notre invité, Philippe Baptiste, qui est le ministre en charge de la recherche, de l'enseignement supérieur et du spatial. L'Europe spatiale arrive-t-elle à trouver sa voie ? Vous allez voir que ce n'est pas évident. Philippe Baptiste, on a beaucoup de questions à lui poser. On sera avec Michel Cabirol de La Tribune. On va vous donner aussi cette semaine des nouvelles de Boeing. Boeing qui a publié ses résultats annuels, qui sur le papier semble assez correct. Est-ce que c'est vraiment le cas ? Décryptage avec Léo Barnier, un rédacteur en chef à La Tribune, qui sera avec nous. Et enfin, saviez-vous que les drones russes utilisaient le réseau Starlink pour attaquer l'Ukraine ? C'est Mathieu Olivet de BFM Business qui viendra nous raconter ça en fin d'émission dans Signaux Faits. Air et Défense, l'interview. Philippe Baptiste, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes le ministre de la Recherche, de l'Enseignement supérieur et du Spatial. Vous avez été avant aussi le patron du CNES, autant dire que vous avez une connaissance aiguë et affûtée des questions spatiales. À mes côtés, Michel Cabirol, qui nous accompagne, rédacteur en chef du pôle aéronautique, spatial, défense à La Tribune. Mon complice. Bonjour Michel. Bonjour Jean-Baptiste. J'allais dire l'Europe spatiale façon puzzle. On voit depuis plusieurs mois, depuis plusieurs années, des États qui concoctent dans leur coin certains programmes, des constellations, peut-être des fusées, des industriels qui d'un côté se rassemblent, mais en même temps s'écharpent sur certains programmes. Une agence spatiale européenne qui est aujourd'hui un peu cornaquée par une commission européenne qui a des velléités qu'elle n'avait pas avant. Comment vous regardez cette fragmentation du spatial européen, Philippe Baptiste ? Est-ce qu'on a besoin d'unité ou plutôt de faire naître des individualités ? Je crois que votre question contient la réponse. Et le constat, malheureusement, il est un peu vrai. Peut-être avant de rentrer dans cette question de la fragmentation qui est réelle aujourd'hui et des velléités, on voit bien, nationales et qui, quelque part, au moment où on devrait resserrer les rangs et effectivement travailler de manière extrêmement unie, où il y a des tentations effectivement de repli derrière les frontières, je pense qu'avant, peut-être, il faut reparler un tout petit peu du contexte. Le contexte géostratégique, qui n'a échappé à personne aujourd'hui, c'est quand même une montée en tension qui est extrêmement forte. Alors évidemment, du côté avec les Russes, évidemment, mais aussi avec les questions qui sont quand même extrêmement violentes que nous avons aujourd'hui avec notre allié, qui est notre allié principal et qui fait preuve d'une versatilité qui est parfois très inquiétante, les États-Unis, et évidemment avec ce qui s'est passé tout récemment encore au Groenland et donc avec le Danemark, et puis les menaces sur des taxes qui arrivent, qui reviennent, qui repartent et qui reviennent. Donc toutes ces questions-là sont très déstabilisantes, y compris sur... Pourquoi c'est important pour le spatial ? Parce qu'en fait, derrière, ce qui est questionné, c'est l'autonomie stratégique de l'Europe, sa capacité à décider de son avenir, sa capacité à avoir des technologies qui lui sont propres, sa capacité à se construire un futur et sa capacité à se défendre. Et le spatial, il est crucial pour chacun de ces points-là. Donc vous avez besoin aujourd'hui, il n'y a pas une ligne de front qui tient un instant si vous n'avez pas du renseignement qui vient de l'espace, si vous n'êtes pas capable de communiquer de manière sûre, si vous n'êtes pas capable de faire du renseignement électromagnétique, etc., etc. Donc ces questions-là, elles sont absolument centrales aujourd'hui. Le spatial est central pour notre défense et pour notre sécurité. Et c'est aussi derrière savoir si, est-ce qu'au-delà de simplement avoir les outils spatiaux qui vont nous permettre d'assurer notre défense et notre sécurité, la question clé, et la position de la France est très claire là-dessus, c'est qui les produit ? Est-ce qu'on achète sur étagère des produits qui sont tout faits ? Ou est-ce que effectivement, on se dit, nous avons les capacités, et d'ailleurs nous avons les capacités en Europe de le faire, nous avons les capacités, mais encore faut-il le décider et investir sur des outils pour produire des satellites, pour produire des lanceurs, qui seront des lanceurs européens pour répondre aux exigences européennes. Et c'est ça la position de la France aujourd'hui. Nous avons besoin d'une autonomie stratégique européenne, et derrière, et ça veut dire que l'Europe doit non seulement s'unir d'un point de vue politique et programmatique sur ces questions-là, mais doit aussi, à un moment, tout simplement, décider d'acheter européen. Quelle est la direction à suivre ? Parce que je disais, on les dispersait, on les fragmentait quand même. Est-ce que quand même, il y a un travail de rassemblement qui vous semble avoir été fait ? Bien sûr.
Je pense que la politique européenne en la matière, elle doit être menée par la Commission. C'est la Commission qui est légitime pour mener cette politique. Après, une fois que les éléments politiques et la vision politique est posée, il faut mener à bien les programmes. Et ça, vous avez différentes façons de faire. On peut passer par les agences, on peut passer directement par de l'achat à des grands consortiums d'industriels. Et j'ai envie de dire, toutes les options ont leurs avantages et leurs inconvénients. Mais ce qui est important, c'est quand même de bien positionner d'abord la vision politique. C'est l'Europe ou les États, sur des compétences qui sont les compétences des États. Et puis derrière, effectivement, les agences et les industriels qui vont réaliser. La question, aujourd'hui, je crois qu'il y a une prise de conscience de l'Europe et des États européens de l'importance du spatial pour notre défense et pour notre sécurité. Aujourd'hui, honnêtement, je n'entends pas un seul État dire le contraire. Par contre, est-ce que derrière, on est allé au bout de la logique en se disant cette question-là et cette importance, elle se traduit simplement par le fait qu'à la fin, on doit construire européen et on doit acheter européen? Ça, malheureusement, non. Je pense qu'il y a encore du chemin à faire. Et c'est un des grands sujets qu'on doit aborder. Entre autres, vous savez qu'on va avoir une conférence spatiale internationale qui aura lieu à Paris en juillet, première quinzaine de juillet. Et un des sujets, alors il y aura partenaires du monde entier, mais il y aura quelque part une chambre européenne où on va pouvoir discuter aussi de nos grandes questions européennes. Et c'est évidemment un des sujets sur lequel il faudra qu'on discute et qu'on avance. Alors, vous avez évoqué la fragmentation du spatial européen. Il y a peut-être 2 projets qui pourraient réunir les Européens. Je pense au projet Bromo, qui doit consolider les activités spatiales de Thales, d'Airbus et de Leonardo. Je pense évidemment aussi au projet Iris-Carré, la constellation de communication sécurisée européenne, portée par la France, à bout de bras d'ailleurs. Alors, sur le projet Iris-Carré, est-ce qu'il faut y croire encore? Parce que les Allemands ont brouillé les cartes avec leur constellation de communication sécurisée sur le volet défense. Mais une fois que vous êtes sur le volet défense, vous pouvez faire aussi de la communication sécurisée gouvernementale. Comment associer les Allemands à Iris-Carré pour justement que ce projet soit lancé? Alors, est-ce que l'Europe aujourd'hui doit se doter d'une constellation de satellites en orbite basse pour faire des télécoms sécurisés, soit pour de la défense, soit pour de la sécurité? Oui, on a besoin de ça. Pourquoi? Parce que pour un certain nombre d'applications, vous avez besoin d'avoir des temps de latence qui sont très courts. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le signal, quand il part de Terre et qu'il va au satellite et qu'il revient sur un autre terminal, sur un autre récepteur, eh bien, il faut qu'il ait un temps de cheminement qui soit très court parce que vous faites du temps réel. Pardon, c'est un peu technique, mais c'est ça la réalité. Et donc, ça veut dire que les gros satellites géostationnaires de télécommunications patrimoniaux que nous avons aujourd'hui ne répondent pas toujours à ce besoin-là. Donc oui, on en a besoin. Aujourd'hui, la seule constellation européenne qui vole et qui fonctionne, c'est celle de Telsat. Elle s'appelle OneWeb. C'est la seule. Les autres, c'est des projets de papier pour l'instant. Donc on en a une qui est là. Il y en a une deuxième qui est un projet encore, mais qui est un projet fondamental, beaucoup plus gros, beaucoup plus puissant que ce qui existe aujourd'hui, c'est Iris². C'est un projet qui est porté par la Commission européenne, qui a été initié par Thierry Breton, à qui quand même je rends hommage parce que c'est lui qui a poussé ce sujet initialement, et qui a vraiment vocation à unir les forces de l'Europe, toutes les forces industrielles, aussi bien pour le segment sol que pour le segment spatial, et pour construire cette constellation autonome de tout autre fournisseur extérieur. Ça veut dire une constellation européenne, sans kill switch, c'est-à-dire sans qu'il y ait quelqu'un qui, dans un autre pays, puisse décider qu'à un moment ou à un autre, on n'utilise pas tel satellite à tel endroit parce que ça ne lui plaît pas. Donc, et c'est ça, et l'autonomie de l'Europe, elle passe par ça. C'est pas en allant acheter des produits qui sont des produits sur étagère qu'on achète de l'autre côté de l'Atlantique qu'on va construire notre autonomie européenne. C'est vrai pour les F-35, c'est vrai pour Iris². Donc, moi, je pense que vraiment, on a un vrai sujet là-dessus. Il faut qu'on s'unisse. Maintenant, il y a d'autres pays qui nous disent « Ouais, votre machin, c'est sympa, mais en gros, ça prend trop de temps, il y a urgence. » Et de ce point de vue-là, je trouve que les Allemands ont raison. C'est-à-dire que quand ils disent, en gros, ça risque d'arriver trop tard, comment est-ce qu'on fait pour accélérer? Ils posent une vraie question.
Et je pense que de ce point de vue-là, il faut qu'on discute avec eux pour voir quelle solution on a. Je ne crois pas qu'à la fin, la solution, ce soit d'avoir une constellation allemande, une constellation italienne, la constellation de Eutelsat et de OneWeb, plus à la fin Irisquare. L'Europe n'aura pas 4 constellations, c'est pas vrai. Elle n'en aura pas 3, elle n'en aura pas 2, elle en aura une à la fin. Donc, je veux dire, il faut être raisonnable, il faut se mettre autour de la table, il faut discuter. Si derrière, il y a des enjeux industriels qu'il faut réouvrir, eh ben, il faut les réouvrir. Il faut rediscuter du calendrier. Et moi, je tiens une pression ferme sur les industriels, en particulier les industriels qui ont une large empreinte française, pour qu'ils travaillent efficacement, pour travailler ensemble et pour proposer des solutions pour aller plus vite que ce qu'ils ont proposé aujourd'hui. Mais la solution n'est pas la fragmentation, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Donc vous croyez encore en Absolument, absolument. Non, mais je crois vraiment en Irisquare. Après, est-ce que le projet Irisquare est complexe aujourd'hui? Oui, mais c'est fait partie du charme de l'Europe. C'est-à-dire que nous avons construit, enfin l'Europe, la Commission a mis sur la table un projet qui est un projet qui répond à un besoin, mais qui est technologiquement quand même très complexe, hein, parce qu'il mélange des satellites qui sont en orbite basse, d'autres en orbite un peu plus haute. Faut que tout ça communique. C'est quand même c'est compliqué. C'est compliqué. Donc peut-être qu'il faut simplifier. Peut-être c'est sûr qu'il faut aller plus vite. Mais par contre, je veux dire, la seule solution, c'est une solution où on unit nos forces. Il faut quand même donner un ordre grandeur des coûts à vos auditeurs. Enfin, on est en train de parler de coûts qui sont de l'ordre de la dizaine de milliards d'euros, hein, pour réaliser un projet comme ça. Donc c'est quand même très très cher. C'est beaucoup d'argent. On ne va pas en faire 4. Le temps file, il nous reste 5 minutes. On a encore beaucoup de sujets à évoquer avec vous. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur le Space Act? Oui, Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? À quoi il sert? Est-ce que ça va servir vraiment à faire naître des champions français? Ou alors juste à réguler SpaceX uniquement? Comment? c'est déjà pas mal. C'est vrai. Le but du jeu, c'est quoi? C'est d'avoir simplement d'autoriser des entreprises à avoir des services de télécom ou des services spatiaux, à condition qu'ils respectent un certain nombre de réglementations européennes, en termes de sécurité par exemple, etc. Et d'être sûr qu'en gros, tous les gens qui utilisent ces services en Europe et qui les développent en Europe, eh bien effectivement, passent au travers des fourches codines de contrôle de sécurité, etc. C'est normal. Et effectivement, ça permettra aussi indirectement, très clairement, le but du jeu, c'est aussi qu'on derrière, je pense qu'il faut qu'on parle de préférence européenne. Il me semble qu'on est peut-être un peu trop timide. Il faut dire les choses de manière plus claire et plus cash, hein. Il n'y a aucun pays, il n'y a aucun continent en dehors de l'Europe où on se pose la question de savoir si on va aller acheter des composants spatiaux en dehors du continent en question. Enfin, il n'y a qu'en Europe où on a notre... voilà, il est temps de changer notre logiciel. Aujourd'hui, la préférence européenne, il faut la penser, il faut la vivre chaque jour, chaque minute. C'est ça notre avenir et c'est ça notre plus grand risque si on ne le fait pas, hein. Je veux dire, enfin, c'est vraiment notre risque, c'est de perdre notre industrie et derrière de perdre notre autonomie. C'est vrai pour le spatial, c'est vrai pour tous les sujets. La France, dans le spatial, a encore cette capacité à jouer dans Oui. la Ligue des Champions? Oui, faut pas céder au défaitisme. C'est pas, enfin, je veux dire, j'entends tout ce qu'on peut entendre. C'est vrai que nos budgets français et européens sont pas comparables à ceux qu'on a aujourd'hui aux États-Unis. Tout ça, c'est vrai. C'est vrai aussi qu'on a des capacités à faire des fois à des coûts qui sont nettement inférieurs que ceux de nos amis américains. Je veux dire, moi, j'ai participé activement au programme Ariane 6. Que n'ai-je entendu sur ce lanceur qui jamais ne décollerait, etc. Tout ça. Non seulement il a décollé avec du retard, il est vrai. Sa montée en cadence, c'est-à-dire sur le nombre de vols par an, il n'y a jamais eu une montée en cadence qui a été aussi rapide. Ariane Group a démontré son savoir-faire technique. J'aimerais évidemment qu'il arrive à démontrer aussi son savoir-faire en termes de maîtrise de coût, mais ça, c'est un autre sujet. Mais voilà, je veux dire, donc soyons fiers de ce qu'on fait. Ariane 6 vole. Copernicus, qui est un magnifique programme européen d'observation de la Terre, on est les meilleurs au monde. On a des satellites scientifiques qui sont extraordinaires. L'observation de la Terre pour le climat, pour l'avenir de la Terre, c'est l'Europe qui est leader. Les télécoms, on est leader, on a été leader pendant très longtemps sur l'orbite géostationnaire et toujours aujourd'hui, on est au top. Maintenant, la question, évidemment, c'est les télécoms en orbite basse, il faut qu'on reprenne notre place, il faut rattraper notre retard, il faut qu'on réinvestisse. Le spatial est crucial pour notre avenir. Crucial pour notre avenir, il faut investir. Et vous savez, c'est pour ça qu'on a un ministère de l'espace aujourd'hui. Et c'est pour ça que dans d'autres pays européens aujourd'hui, on voit aussi le même phénomène avec des ministres qui sont en charge de l'espace. Parce que c'est au cœur de nos enjeux géostratégiques. Justement,
ces enjeux qui sont au cœur de l'autonomie stratégique de l'Europe. Il y a le prochain budget de la Commission européenne qui prévoit entre 40 et 60 milliards éventuellement pour le spatial. C'est quoi les enjeux pour la France? C'est une constellation de satellites d'observation, c'est le Space Shield, le bouclier spatial voulu par Cubilus, c'est aussi l'achat de lanceurs, je dirais, groupés ou pas? Non, je pense que la question des lanceurs me semble être une question effectivement essentielle. Il faut qu'on arrive à un moment donné. Vous savez, le premier client aujourd'hui d'Ariane, c'est effectivement, enfin, c'est et ce sera avec Irisware en particulier, la Commission, indirectement. Mais donc, ça veut dire que quelque part, l'avenir des lanceurs ne peut pas être complètement indifférent à la Commission. Je suis convaincu qu'effectivement, il faut qu'à un moment ou à un autre, la Commission ait la capacité de travailler soit en achat de commandes un peu groupées, mais aussi, pourquoi pas, sur les grandes infrastructures qui servent aux lanceurs. C'est un sujet sur lequel on travaille aujourd'hui quotidiennement avec la Commission. C'est fondamental, là aussi, pour l'avenir de l'Europe. Vous savez, s'il n'y a pas de lanceurs européens, il n'y a pas d'autonomie spatiale. Tout est lié. Et heureusement, aujourd'hui, on a Ariane 6. On a aussi nos petits lanceurs, qu'ils soient allemands, qu'ils soient espagnols, italiens avec des petits et des gros, ou français avec Maya, hein, qui est quand même une très très belle réussite. Là aussi, dans la catégorie réussite, ne soyons pas défaitistes. Hein. Combien de fois, quand j'étais président du CNES, j'ai entendu que Maya jamais ne verrait le jour, etc. Tout ça, un nombre incalculable de fois. Ce que je vois aujourd'hui, c'est que Maya non seulement est sur les rails, mais a un carnet de commandes qui est absolument plein. Et donc bravo à eux et qui continue. Philippe Baptiste, une dernière question, cette fois-ci avec votre casquette de ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. Le président de la République, il y a quelques mois, je crois que c'était au mois de mai de l'année dernière, à vue de nez, avait souhaité accueillir des chercheurs américains en France. Absolument. On n'en a plus reparlé. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? C'est parce que je communique mal, mais on en a reparlé. La vérité, c'est que ce truc est un incroyable succès. C'est-à-dire qu'on a lancé donc Choose France for Science, Choose France for Europe. C'était à la Sorbonne avec le président de la République et avec la présidente de la Commission. Le but est simple, c'est simplement de dire, on fait le constat, aujourd'hui aux États-Unis, des pans entiers de la science sont sabotés par l'administration Trump. Sabotés au sens simplement plus financés, voire des bases de données qui disparaissent, des champs sur lesquels les chercheurs peuvent plus faire leurs recherches, etc. C'est très déstabilisant pour les universités et pour les chercheurs américains, parce qui sont, je le rappelle, quand même un des moteurs de la recherche mondiale, enfin le moteur principal de la recherche mondiale. C'est très déstabilisant, et c'est déstabilisant pour nous aussi, parce que la recherche, vous savez, c'est pas comme la technologie, comme dans le spatial, où les entreprises travaillent un peu de manière très concurrente et un peu dans leur coin. Là, c'est vraiment la coopération en permanence sur des grands projets. Et donc, quand vous avez le plus gros des moteurs qui s'arrête, eh ben, effectivement, ça met tout le monde en danger. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On se remet en première ligne sur des sujets qui ont été abandonnés par les États-Unis. Je pense au climat, l'observation de la Terre pour le climat, par exemple, qui est un enjeu majeur. On en a besoin, mais c'est aussi la santé des femmes. Enfin, c'est des sujets extrêmement variés qui ont été quasiment abandonnés par les US. Ça, c'est le premier point. Et puis, le deuxième, c'est qu'on a vu aussi qu'il y avait énormément de chercheurs américains qui disaient simplement, écoute, moi, c'est pas compliqué, je continue pas dans ces conditions et je vais quitter les États-Unis. Et donc, on a lancé ce programme d'accueil de talents. Combien sont venus, justement? Alors, aujourd'hui, donc, on en a un peu moins de 50 aujourd'hui qui sont arrivés. Les profils sont absolument incroyables. Mais incroyables. C'est les meilleures universités américaines, c'est les meilleurs laboratoires, c'est des chercheurs de très haut niveau qui arrivent. C'était un pari, on n'était pas sûr que ça allait marcher. C'est un pari qui est vraiment réussi. Et surtout, ça va continuer. C'est-à-dire qu'on a des candidatures qui arrivent en permanence et qui sont en permanence triées au fil de l'eau. Donc, c'est à la fois, ils sont choisis par le CNRS, par les universités, et puis voilà. Donc, c'est très exigeant, mais c'est un vrai succès. Et ces gens-là, demain, évidemment, j'attends qu'ils aillent aussi à l'Europe chercher des financements, etc. Philippe Baptiste, un grand merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Vous êtes le ministre de la Recherche, de l'Enseignement supérieur et du Spatial. Merci infiniment. Et Michel Cabirol, rédacteur en chef du pôle aérospatial, transport et défense, à la tribune. On se retrouve la semaine prochaine, Michel, avec un autre invité qui sera Jean-François Fallacher, le directeur général de Telsat, au même endroit. Tout de suite, on parle de Boeing. Air et Défense, le décryptage. On va vous donner cette semaine des nouvelles de Boeing. Boeing a publié ses résultats annuels. Et alors c'est vrai que sur le papier,
1,8 milliard de bénéfices nets. Bon, à y regarder de plus près, on va peut-être voir que c'est pas tout à fait ça. J'accueille avec plaisir Léo Barnier, rédacteur en chef d'Air et Cosmos. Alors j'ai dit tout à l'heure, rédacteur en chef de la Tribune. Léo est resté très longtemps à la Tribune, donc il y a des nouvelles habitudes à prendre. Léo Barnier avec nous, rédacteur en chef chez Air et Cosmos. Merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour Jean-Baptiste. Alors je disais, ces résultats annuels de Boeing, positifs depuis 2018, si on regarde dans le détail, c'est peut-être pas aussi clair. Déjà, disons-le, positif. Après une telle période, de telles années noires marquées par des crashs, des problèmes de qualité, également la crise sanitaire, c'est une vraie bouffée d'air pour Boeing, reconnaissons-le. Donc vous citiez donc à peu près 2 milliards de résultats nets, 2 milliards de dollars. On peut citer aussi 4 milliards de résultats opérationnels, ce qui est conséquent. Significatif. Voilà. Et surtout, ils ont réussi à dégager du cash, près d'1 milliard de dollars. Voilà. Donc, effectivement, comme je le disais, sur le papier, a priori, tout va très bien. Mais quand on rembobine un petit peu, on se rend compte qu'une grosse partie de cette performance est due à une opération non récurrente. C'est la vente d'une partie des activités digitales de Boeing, qui étaient jusque-là un peu hors du cadre. Voilà. Donc, dans le cadre du recentrement de sa stratégie, Boeing s'est débarrassé de ses activités, ce qui lui a fait du bien en termes financiers. 10 milliards, gros apport pour le coup. Ça leur a rapporté 10 milliards de dollars. Donc forcément, quand on met tout ça en balance, sans cette opération, ils auraient sûrement été dans le rouge encore au moins une année. On va dire finalement pour Boeing que c'est un bol d'air comptable, on va dire ça comme ça. Comment aujourd'hui, Léo, industriellement, ça se passe chez Boeing? Est-ce que les cadences remontent? Est-ce que la production retrouve ce qu'elle avait perdu ces dernières années de la qualité? Comment vous voyez les choses? Effectivement, quand on redescend un petit peu plus dans la granularité, donc dans les différentes filiales, dans les différentes divisions, on voit que les résultats ne sont pas encore là, mais il faut vraiment reconnaître qu'il y a une remontée de la production. Une remontada, comme le confie un industriel français il n'y a pas si longtemps que ça. Et c'est assez impressionnant. Donc l'année dernière, en 2024, ils étaient tombés à des niveaux très très bas de production, un peu plus de 300 exemplaires. Là, ils sont remontés à 600. Ils ont quasiment doublé. Ça se ressent aussi dans le chiffre d'affaires. On est à plus 34%. Voilà, donc on revient sur des niveaux corrects. Donc il y a une vraie remontée en puissance de l'outil industriel. C'est assez significatif parce que quand on connaît les problèmes industriels qu'ils ont eu, les problèmes de qualité, là, d'arriver à livrer 600 avions, c'est vraiment une bonne chose. Après, remettons les choses en perspective. On est encore loin des meilleures années où ils étaient à près de 800, voire plus de 800. Et ils sont encore assez loin derrière Airbus, qui lui-même a des difficultés pour remonter en cadence, mais qui a quand même une deux marches de plus. Voilà. Retour de la confiance chez Boeing, on va dire ça comme ça. Cadence industrielle qui remonte, résultat qui quand même, malgré tout, vous nous l'avez dit, s'améliore. Est-ce qu'il y a un effet chez Boeing, un effet Kelly Ortberg, qui est le patron de Boeing, qui est arrivé récemment dans une période tourmentée, c'est le moins qu'on puisse dire. Est-ce que vraiment il y a une patte Kelly Ortberg chez Boeing aujourd'hui? Est-ce que vous... À titre personnel, j'en suis convaincu. Mais quand je parle aussi avec des gens autour, des gens de l'écosystème, que ce soit ici en France ou aux États-Unis, clairement, il semble faire l'unanimité aujourd'hui. Il faut se rappeler que quand il arrive, donc c'est à l'été 2024, il me semble, il arrive dans une boîte qui a des problèmes de qualité. Il y avait eu le problème de la porte-bouchon sur un vol d'Alaska Airlines. Enfin, ils étaient sous contrôle de la FAA, donc l'administration fédérale américaine, avec vraiment, rien n'allait. Une énorme grève aussi, une des plus longues de Très lourde, ouais. Alors certes, Kelly Ortberg a mis plusieurs mois avant de résoudre cette grève, mais aujourd'hui, on voit les effets. La FAA continue à vraiment garder Boeing sous contrôle, a encore Boeing aujourd'hui sous contrôle, mais petit à petit, ils ont relâché la pression. Ils les ont autorisés à remonter jusqu'à 38 exemplaires de 737 MAX par mois, ce qui est très important parce que le 737 MAX, c'est le best-seller de Boeing et c'est aussi ce qui leur fait énormément de cash. C'est ça qui leur apporte de l'argent. Donc ils sont remontés aujourd'hui à 38, ils y sont, même 42, pardon. Là, l'objectif, c'est de remonter à 47 dans les prochains mois et peut-être prochainement à 52, voilà, donc revenir à des niveaux très, très acceptables. Pas encore pour être à égalité avec Airbus, mais voilà, on est vraiment là-dedans. Et une petite chose très significative aussi, dans cette patte Kelly Ortberg, déjà c'est un ingénieur. Ça change tout.
Ouais. Ça change énormément de choses. Là, on avait dit que Boeing avait une directive financière. Et puis, on le voit, il connaît l'écosystème, il vient d'un équipementier et également décision, certes symbolique, mais qui a compté et pour les salariés et même à l'extérieur, c'est qu'il lui s'est installé à Seattle, au plus près des usines, et non pas au siège de Chicago, qui était un peu la représentation financière de Boeing, très éloignée de la réalité industrielle. Donald Trump. Je m'interroge, on peut s'interroger sur le rôle qu'a pu jouer Donald Trump pour Boeing cette année. Si je ne dis pas de bêtises, le carnet de commandes, en tout cas les commandes cette année de Boeing, eh bien, sont repassées devant celles d'Airbus. Ouais. Est-ce que selon vous, alors on a vu Donald Trump écumer le monde en VRP, aller vendre Boeing à droite à gauche, est-ce que selon vous, Léo, ça a fonctionné? Est-ce qu'il a réussi à gonfler un petit peu les carnets de commandes d'Airbus ou alors de Boeing, pardon, ou alors est-ce qu'on reste dans quelque chose de symbolique? Alors oui, comme vous le disiez, donc Boeing est repassé devant Airbus. Je crois qu'ils ont 175 commandes de plus, donc ils sont à 1175 quand Airbus est à 1000. Quand on voit un peu les palmarès de ces dernières années, là aussi c'est significatif. Ça faisait, je crois qu'il y a une seule fois, il les avait battus en 6 ans, et encore de très peu au milieu de la crise. Donc voilà, là, ils sont repassés devant. L'effet Donald Trump, c'est toujours un peu dur de savoir, parce que les effets d'annonce politique... on en voit, hein. On en voit aussi pour Airbus. Quand Emmanuel Macron se déplace, quand ses prédécesseurs se déplaçaient, il y avait des fois aussi des commandes qui sont, comme on dit dans le pipe, tout est à peu près calé. Alors on a senti quand même avec Donald Trump que c'était plus agressif qu'à l'accoutumée, on va dire. Et effectivement, il y avait véritablement une pression commerciale. On l'a vu avec des... Vraiment, c'est dur de savoir quelle est son influence réelle, mais quand on parle avec l'écosystème, on dit oui, il y a vraiment une pression commerciale, il y a eu des effets d'annonce, on l'a senti dans sa tournée au Moyen-Orient, avec les annonces au Qatar, bon, en plus avec cette histoire de cadeau d'un avion, bon, tout n'est... Voilà, c'est du Trump, voilà. Mais on sent bien qu'il y a quand même ça, et notamment sur des commandes de long courrier, ce qui aujourd'hui est assez déterminante. On voit que le marché moyen courrier est déjà bien occupé. Le long courrier, on sent qu'il va prendre de plus en plus de place dans les prochaines négociations commerciales, dans les prochaines campagnes. On l'a vu aussi en Corée, où ils ont quand même acheté 40 appareils long courrier. On l'a vu aussi avec la Turquie, le président Erdogan qui est venu à la Maison-Blanche, qui annonce 225 commandes de Boeing. Et là, c'est là où on peut mettre un petit bémol, c'est que sur ces 225 commandes annoncées, pour l'instant, il n'y en a que 50 confirmées. Et il y aura peut-être encore un peu de jeu diplomatique et commercial avant que ces 225 commandes soient confirmées dans leur totalité. Affaire à suivre, comme dirait l'autre. Léo, un grand merci d'être avec nous pour cette émission Air Cosmos, avec la participation d'Air Cosmos sur BFM Business dans Air Défense. On vous retrouvera régulièrement. J'en profite, avant que vous nous quittiez, pour vous montrer la une de Air Cosmos cette semaine. Et regardez, Rafale, le secret d'une montée en puissance. Vous allez faire un tour, soulever le capot pour voir ce qui se passait dans l'usine de Séclin. Donc c'est à lire cette semaine dans Air Cosmos. Un grand merci Léo et sans doute à la semaine prochaine. Avec grand plaisir. Merci Jean-Baptiste. On a parlé des Boeing, et bien maintenant on va parler de Starlink. On va parler des drones ukrainiens qui utilisent Starlink. C'est Mathieu Jolivet de BFM Business qui est avec nous dans Signaux Faibles. Air et Défense, les signaux faibles. Saviez-vous que les drones russes utilisaient le réseau Starlink pour attaquer l'Ukraine? Alors là, franchement, on en parle avec vous, Mathieu Jolivet, rédacteur en chef à BFM Business. Vous êtes en charge de l'international. On vous retrouve tous les soirs à l'antenne pour votre chronique internationale. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? En fait, les attaques de drones russes qui sont guidées par Starlink, eh bien, elles semblent se multiplier. Moi, ce qui m'a alerté cette semaine, c'est ce post du chef de la diplomatie polonaise où il interpelle directement Elon Musk sur X. C'était mardi dernier. Il dit « Hey, big man, pourquoi tu n'empêches pas les Russes d'utiliser Starlink pour viser les villes ukrainiennes? Faire de l'argent sur des crimes de guerre nuit à ta marque. » En fait, le ministre polonais, il relaie les observations du think tank de défense Institute for the Study of War, selon qui les Russes sont en train de guider leurs drones d'attaque BM-35 via Starlink. Les BM-35, c'est pas n'importe quel drone, c'est des drones à longue portée, plus de 500 km, et avec Starlink, ils pourraient frapper partout en Ukraine, en Moldavie, en Roumanie ou en Lituanie. C'est problématique parce que ces drones russes couplés à Starlink, ça réduit l'efficacité de tous les nouveaux outils de guerre électronique comme les brouilleurs de radiofréquences. On a eu cette semaine notamment, effectivement, l'officialisation de discussions entre SpaceX et entre Kiev
Bon, on n'en sait pas plus. Le ministre de la Défense ukrainienne s'est empêché d'appeler SpaceX. Mais comment concrètement on ne peut pas arriver à bloquer l'utilisation? Comment Starlink ne peut pas arriver à bloquer son utilisation par les drones russes? Normalement, ça paraît Starlink invraisemblable, s'était quoi. engagé à bloquer son utilisation par les Russes. Ils s'étaient engagés, ils l'ont dit. Mais un haut responsable du Pentagone le reconnaissait déjà auprès de Bloomberg en mai 2004. Les Russes continuent à détourner le système. Des terminaux Starlink continuaient d'être proposés à la vente en Russie sur des plateformes comme le site de e-commerce Ozon. Les vendeurs affirment qu'ils fonctionnent grâce à des abonnements qui sont souscrits auprès de résidents de pays européens où la technologie est autorisée et que les connexions à Starlink fonctionnent aussi à proximité des régions frontalières comme les territoires ukrainiens qui sont occupés. Mathieu, on en reparlera évidemment à de nombreuses reprises. Je pense que cette histoire n'est pas terminée. Vous viendrez nous en reparler ici dans Aérodéfense. Merci beaucoup. Je signale, c'est important parce que c'est tout frais et c'est tout nouveau, votre blog, enfin j'allais dire blog, non, votre podcast. Alors, podcast de géopolitique. C'est l'ancienne génération, les blogs. L'Ordre du Monde. L'Ordre du Monde. Avec Annalisa Capellini, c'est votre podcast géopolitique où on zoome et dézoome sur des cartes, on vous parle des nouvelles alliances stratégiques. C'est toutes les semaines, tous les jeudis, mise en ligne sur toutes les plateformes, L'Ordre du Monde. Sur bfmbusiness.com. Bien sûr. Un grand merci Mathieu. Merci Jean-Baptiste. C'est la fin de cette émission Air Défense. Merci beaucoup de l'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine, même lieu, même heure, avec Jean-François Fallacher, le directeur général de Telsat, qui sera avec nous. Bonne semaine. Air et Défense sur BFM Business.